président de l'Organisation des propriétaires de forêt. C'est fini. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du sport pour commencer, et je vous assure que ça le mérite. Ce n'est pas du cyclisme, ce n'est pas du football, mais c'est très beau. Il s'agit d'un des plus nobles records de l'athlétisme, le saut en hauteur. Premier homme à réussir au monde à sauter 2,33 m. C'est un soviétique, il s'appelle Vladimir Yashchenko. Imaginez ce que cela fait, 2,33 m, cela fait ma taille plus 50 cm. Donc nous allons regarder Vladimir Yashchenko, il n'a que 18 ans. Il a sauté. Vous voyez, caractéristique de ce saut, il s'agit d'un saut ventral et non d'un saut dorsal, comme ça se faisait beaucoup depuis quelques années. Vladimir Yashchenko, 18 ans, et il ressaute. Toujours beaucoup d'émotions autour de la fuite d'hexafluorure qui s'est produite il y a 4 jours à Pierrelatte. Les élus locaux de la région ont déploré aujourd'hui le retard avec lequel ils avaient été informés de l'incident. Sur le plan du danger maintenant, les scientifiques s'accordent pour dire que le risque est bien mince. Et vous voyez, je manipule, sans risque, m'assurait notre spécialiste Georges Leclerc, je manipule le produit qui va servir à faire de l'hexafluorure. N'empêche que ce sont des accidents de ce genre qui doivent pousser les responsables à faire un effort accru sur la sécurité, surtout à la veille de la signature, demain donc, d'un accord européen sur la fabrication du surrégénérateur Superphénix. Et pour nous, je crois que c'est l'occasion aussi de rappeler que contrairement à ce que l'on croit, le nucléaire n'est pas uniquement dans les mains d'État, il y a, si j'ose dire, un atome public et un atome privé. Depuis 30 ans, l'industrie atomique française est plus ou moins directement issue des actions du groupe gouvernemental CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Mais celui-ci, loin de monopoliser le nucléaire, a favorisé les industries privées à prendre des participations. Voici en bref le détail de ces participations sur le cycle complet de l'uranium. Les mines sont surtout gouvernementales en France, par souci militaire, et à participation privée à l'étranger. La fabrication du combustible est privée en grande partie. Ainsi, la Comurex, accidentée vendredi à Pierrelatte, est à 51% Péchinet, 10% Imetal, mais 39% CEA. L'enrichissement civil de l'uranium est entièrement gouvernemental, en association avec d'autres pays. Pour les centrales électriques, EDF, gouvernemental, est maître d'œuvre et opérateur, mais les centrales sont construites par des groupes privés. Enfin, les déchets sont stockés par des firmes privées, alors que le retraitement des combustibles irradiés est fait par le CEA via sa filiale à 100%, la Cogema. Le commissariat à l'énergie atomique contrôle donc le cycle actuel du nucléaire, mais aussi le futur. Ainsi, demain à Paris, un accord franco-allemand impliquant la Belgique, l'Italie et la Hollande sera signé pour la recherche, le développement et la commercialisation des surgénérateurs inventés par ce même CEA. C'est officiel depuis hier soir. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes, cette région du monde, ont majoré le prix de leur pétrole brut de 5%. 5%, ça peut paraître beaucoup, mais souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, il était question de 15%. Les pays de l'OPEP étaient assez divisés, les uns ne voulaient pas trop affaiblir les économies occidentales, les autres pensaient davantage à leur propre trésorerie. L'unité maintenant semble être refaite, reste maintenant, ce qui nous concerne davantage, notre facture à nos fils d'acier. Oui, alors en ce qui concerne l'unité, on saura exactement ce qu'il en est la semaine prochaine à Stockholm, où vous savez que les pays de l'OPEP, c'est-à-dire l'organisation des pays exportateurs de pétrole, se réunissent. Alors, en ce qui concerne notre facture à nous, c'est-à-dire l'augmentation de 5% des prix de l'Arabie Saoudite, eh bien, il faut savoir que l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, un des Émirats arabes, nous fournissent environ la moitié de notre pétrole. Ce qui fait que nous avons à leur payer une facture de l'ordre de 27 milliards de francs par an. Alors, sur les 6 mois qui restent, l'augmentation de 5%, donc en fait une augmentation de 2,5%, qui reste de 6 mois sur ces 27 millions. Et donc la facture de la France, voyez-vous, va être environ de 675 millions. C'est une moyenne, ça va se situer entre 600 et 700 millions. Bon, ça c'est la facture pour la France, pour le français moyen maintenant, l'essence, le gasoil, le etc. Oui. Écoutez, les décisions n'ont pas encore été arrêtées, n'ont pas encore été prises. Effectivement, il y aura certainement des augmentations, probablement fuel et gasoil, mais vous savez qu'en 1977, cette année, la facture pétrolière a été bloquée à 55 milliards, et ceci signifie que probablement encore plus d'économies devront être faites. La politique prend le rythme de l'été, a signalé simplement cette polémique entre communistes et socialistes à propos de l'élection de Châtellerault. Il s'agissait de savoir qui allait succéder à Pierre Abelin au Conseil général de la Haute-Vienne. Et bien de la même façon que pour l'élection municipale partielle,
C'était la veuve de l'ancien ministre qui l'avait devancé, qui avait devancé un communiste à la fin du mois dernier. Et bien cette fois, c'est le fils de Pierre Abelin qui bat la candidate communiste, Édith Cresson, la candidate socialiste, pardon, Édith Cresson. Châtellerault, désormais, détient le record des élections depuis 2 ans. Il y a eu une bonne dizaine des élections depuis 2 ans, donc là-bas. C'est aussi la ville qui a fait le plus parler d'elle. Et toujours Noël Copin à propos de ces polémiques PC-PS. Alors, pour nous, je crois que c'est l'occasion de faire le point un petit peu. Oui, le cas de Châtellerault est en effet significatif, car d'élection partielle en élection partielle, communistes et socialistes ont eu l'occasion à plusieurs reprises de se reprocher mutuellement de n'avoir pas joué le jeu. Effet plus curieux, à l'automne 1975, on a même vu les communistes déclarer eux-mêmes que leurs électeurs n'avaient pas voté en totalité au 2e tour pour la candidate du Parti socialiste, Édith Cresson. M. Marchais avait employé à l'époque le terme assez dur d'avertissement. Mais il n'y a pas que Châtellerault. À peu près chaque fois qu'il y a des élections partielles, ce problème des désistements, des reports de voix se pose. Et la grande crise qui avait agité la gauche à partir de l'automne 1974 était née d'une série d'élections partielles législatives. Alors est-ce qu'on peut faire un petit bilan justement de toutes ces élections partielles depuis 1 an, disons, depuis le début de l'année en tout cas? Oui. D'abord, il faut dire qu'on ne compare que ce qui est comparable. Il faut comparer des élections partielles entre elles, élections cantonales avec des élections cantonales. Et à partir de ce qui s'est passé ces dernières années, on peut faire quelques constatations et j'avoue que j'emprunte ces chiffres à une étude de Jérôme Jaffray publiée récemment dans le journal La Croix. La gauche a progressé entre 73 et 76 de 6,6%. Mais cette progression n'est plus que de 0,5% entre 76 et 77. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, on va vers une certaine stabilisation du corps électoral. Et davantage en sièges qu'en voix. Et la gauche a continué à progresser davantage en sièges qu'en voix. En gros, sur une trentaine d'élections cantonales, la gauche avait 8 sièges, elle en a perdu 1, elle en a gardé 7, mais elle en a conquis 8 autres. Alors à l'intérieur de la gauche, le PS progresse plus que le PC, mais le PC toutefois ne recule pas. Tandis qu'à l'intérieur de la majorité, on constate que ce sont surtout ce que l'on appelle les divers modérés, et puis les républicains indépendants, aujourd'hui le PR, qui progressent, et il y a un certain tassement du RPR. Lui que si ces tests sont intéressants, il faut quand même savoir qu'ils sont limités, donc une trentaine d'élections cantonales ont servi de base à ces constatations. Aussi intéressantes en tout cas que des sondages. En France, c'est toujours et en bref, François Sérac reçu par Valéry Giscard d'Estaing ce matin. Principal problème, bien sûr, celui de l'emploi. Le président du CNPF a répété que l'objectif des 300 000 emplois nouveaux serait maintenu. Coup de main du Sidunati contre une caisse d'allocation vieillesse à Saint-Étienne, 1200 dossiers dérobés. À Toulouse, le même Sidunati a fait le siège du domicile d'une inspectrice des impôts. Enfin, un déjeuner à l'Élysée en l'honneur de nombreux écrivains, Maurice Genevoix, Henri Troyat, Paul Vialard, Paul Gutz, Hervé Bazin, Pierre Daninos, Antoine Blondin, Michel Tournier et bien d'autres a donc assisté à ce déjeuner convié par le président de la République qui à l'occasion leur a rappelé qu'une importante progression des crédits d'aide à la lecture publique aurait lieu pour l'année prochaine. Et puisque nous parlons d'écrivains, il faut savoir que le papa de Lolita est mort. Et oui, Vladimir Nabokov, 78 ans, restera dans l'histoire de la littérature comme l'homme qui a enfanté, il y a un peu plus de 20 ans de cela, l'adorable et le sulfureux Lolita, histoire de la passion d'un homme de 40 ans pour une petite fille. Si vous ne l'avez plus en mémoire, je vous propose de retrouver Nabokov, c'était il y a 2 ans à peu près, dans Apostrophe. Il parlait de ses débuts. À 26 ans, à 30 ans, l'énergie, le caprice, l'inspiration, tout ça m'entraînait à écrire jusqu'à 4 heures du matin. Je me levais rarement avant midi et j'écrivais toute la journée étendu sur un divan. Le stylo et la position horizontale ont cédé la place maintenant au crayon et à la verticale austère. Plus de foucade, c'est fini. Mais comme j'adorais le réveil des oiseaux, le chant sonore des merles qui semblaient applaudir les dernières phrases du chapitre que j'avais composé. Bernard Pivot, c'était à l'époque votre invité. Oui. Pour mieux comprendre Vladimir Nabokov, je crois qu'il faut savoir d'où il vient d'abord. Il est né 1 an avant le XXe siècle à Saint-Pétersbourg et il a fui la Russie au moment de la Révolution. Et il est devenu, thème dominant de son œuvre, un exilé, un cosmopolite, d'abord installé en Allemagne où son père a été assassiné, puis la France et puis les États-Unis. Il est devenu citoyen américain, mais depuis quelques années il habitait un palace un peu désuet de Suisse, à Montreux, où j'étais allé d'ailleurs
le voir, pour le décider, ce qui n'a pas été facile à venir à Apostrophe. Et j'étais subjugué parce que j'ai trouvé un homme, il y avait beaucoup d'humour, de malice, d'ironie et de charme. Il avait une personnalité assez Oui. excentrique même, Et disons. puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme tout à fait étonnant a écrit la première partie de son œuvre en langue russe, la deuxième partie en langue anglaise, mais je peux vous assurer qu'il aurait très bien pu écrire tous ses livres en français. Car vous et moi réunis, nous ne connaissons certainement pas le tiers des mots français que lui connaissait et qu'il employait à bon escient. D'ailleurs, il était impitoyable pour ses traducteurs. Alors il avait une passion, Lolita bien sûr, mais aussi les papillons, ça c'est plus... Oui, alors plus surprenant. Lolita, évidemment on connaît Nabokov, c'est Lolita, c'est ce titre très célèbre, un peu occulté le reste de son œuvre, mais il y a dans son œuvre beaucoup d'autres chefs-d'œuvre comme Le Don, Feu pâle, Ada, paru avec succès il y a 2 ans, La Défense Lougine qui raconte l'histoire d'une partie d'échecs, et car Nabokov était un très fort joueur d'échecs, c'était un chasseur et collectionneur de papillons. D'ailleurs, un papillon porte son nom, le Nabokov's Blue. En vérité, Nabokov était un homme d'une culture prodigieuse. C'était un esthète voluptueux et précis. Et je voudrais... Le son dernier dernier Nabokov. livre, L'extermination des tyrans, c'est un recueil de nouvelles écrites avant la guerre et qui paraît chez Julliard. Merci Bernard Vendredi. Ce que vous allez voir maintenant est assez étonnant. Vous savez qu'en France, il y a 700 000 sourds profonds et 1 million de ce que l'on appelle les malentendants. Et vous savez aussi qu'à Antenne 2, nous leur accordons un soin particulier, puisque depuis 1 an et demi, ils ont leur propre émission le samedi à 12h15. Mais ce que font les Français devant cette catégorie d'handicapés est encore peu de choses à côté de ce que font les Américains. Ce reportage de Jacques Segui sur une université entièrement consacrée aux sourds et aux malentendants en dit long sur leur volonté. Monsieur Segui, this is Mike Kaika. Monsieur Segui is from the French broadcasting system. Nous voulons faire un reportage ici, dans ce collège, et également avec votre famille. With you, in this college, and two, with your family and you. Fine? Pas de problème. No problem, no. Le raisonnement de Mike avait été le suivant. Je suis sourd, je ne peux pas apprendre de la même manière que la plupart des gens. Néanmoins, je suis capable de m'instruire et je m'instruirai. Et avec Mike, c'est ce que font les 3000 étudiants du Gallaudet College, université unique en son genre, fondée il y a plus de 100 ans par un Américain, Thomas Gallaudet, et un Français, Laurent Clerc. Ici, c'est le langage des signes. On épelle les mots et les professeurs doivent se servir de leur voix. Communication totale afin que paroles et signes soient associés. Now we're going to say some sentences in French. Ah. Right, hein? On parle français ici, hein? La méthode des signes est controversée, en France par exemple. Mais pour ces étudiants, les résultats sont étonnants. Certains d'entre eux, par exemple, seront cet été à Paris, en vacances. Il y a 2 millions de sourds aux États-Unis qui reçoivent matin, midi et soir des informations à leur intention. Carter lui-même, alors qu'il n'était qu'un candidat à la présidence, n'avait pas oublié cette imposante partie de son électorat. Mike, qui a 33 ans, est au collège depuis 10 ans. C'est ici qu'il a passé son baccalauréat et ses diplômes universitaires. Il est marié et quand sa femme, qui est sourde elle aussi, veut le joindre, voilà ce que cela donne. Le téléphone est branché sur une lampe et un téléscripteur. Les casernes de pompiers, les centres hospitaliers, les services de police
dispose aussi de cet appareil. Son prix est de 500 $, soit 2500 francs. Des lampes sont aussi installées dans toutes les pièces de la maison de Mike. Et quand le bébé crie, pour Mike et Susanna, sa femme, c'est une vie normale, c'est-à-dire non marginale. Et les employeurs refusent de moins en moins d'accepter les anciens élèves de l'université de Gallaudet. Ici, un guide au Kennedy Center, centre artistique de Washington, visité par tous les touristes. Above us, you will notice that there are 18 Aurora crystal chandeliers, each of which weigh 1 ton. They are a gift of Sweden. There's increasing public awareness. Les gens comprennent de mieux en mieux les problèmes des sourds, et en particulier, dans ce pays, les sourds demandent qu'on respecte leurs droits, des droits égaux auxquels ils ont droit. Aujourd'hui, 85% des étudiants de l'université de Gallaudet trouvent un emploi dans les 3 mois qui suivent la remise de leur diplôme. L'étranger, démenti officiel de l'Élysée aujourd'hui d'un article du journal américain Herald Tribune. Selon ce journal, les dirigeants français auraient jugé M. Brejnev très diminué physiquement. Étonnante Turquie, c'est le parti de M. Ecevit qui avait remporté les élections législatives le mois dernier, mais c'est M. Demirel qui les avait perdues, qui va former le gouvernement. Encore une attaque du Polisario contre la capitale de la Mauritanie, Nouakchott, 3 morts et quelques légers dégâts. Réquisitoire au procès du gang des Lyonnais, réclusion à perpétuité, réclamée pour les 2 principaux inculpés. Paul Lefebvre nous fera vivre les dernières journées de ce procès. Et puis audition surprise aujourd'hui d'un témoin mystérieux dans l'affaire Révéli-Beaumont. Ce serait un agent de la société de Fiat France. On n'a pas plus de renseignements que samedi après l'interpellation de 2 Italiens à Turin. Avec nous maintenant, Monsieur Leclerc, le président de l'association des propriétaires de forêt. Et si je vous ai demandé de venir, c'est qu'aujourd'hui à Matignon, un conseil interministériel a décidé de restructurer l'industrie du papier. 4 milliards de nouveaux francs vont être investis dans cette industrie qui battait de l'aile. Et je dois dire que l'on ne comprend plus très bien. Il y a en France la plus grande forêt du monde et l'on apprend que malgré cela, nous avons acheté plus de 2 milliards de francs de pâte à papier à l'étranger. Alors, pourquoi vous me permettrez tout d'abord de corriger, ce n'est pas la plus grande forêt du monde. C'est la plus grande forêt d'Europe. Si on accepte l'URSS. Alors ensuite, effectivement, l'opinion que vous venez d'émettre, je sais, est très accréditée dans l'opinion publique. On croit que si la France ne produit pas assez de papier, de pâte à papier, c'est parce que sa forêt ne fournit pas suffisamment de petits bois. Or, je sais que c'est un faux problème, non seulement pour moi, mais ceux qui se sont penchés sur cette question. Et on sait maintenant parfaitement que la forêt française a tout à fait la possibilité de fournir des petits bois, non seulement pour la capacité papetière actuelle, mais pour une capacité en excédent. Bon. Donc le facteur limitant n'est pas du tout la production de petits bois. Et une analyse de la balance commerciale du déficit le montre. Sur le déficit de 3,5 milliards, le seul poste créditeur dans ce déficit, c'est le poste petit bois, justement, ce qui montre qu'on en exporte un peu davantage qu'on en importe. Alors avec ce petit coup de pouce aujourd'hui, est-ce que maintenant vous allez pouvoir satisfaire à la demande? Ben, nous serions très heureux, justement, et la forêt française est très intéressée, car elle a besoin de livrer du petit bois, d'une part pour convertir ses nombreux taillis en belles forêts de demain, et pour éclaircir les nombreuses plantations qu'elle a faites, près de 2 millions d'hectares, je le rappelle, depuis 1947. Donc nous avons besoin de fournir des petits bois, et pour ça il faut une capacité papière, bien sûr, susceptible de les absorber. Voilà pourquoi la forêt est très heureuse de voir que les problèmes papiers sont pris à bras-le-corps, et nous serions très satisfaits en forêt qu'une solution leur soit apportée. Je vais poser une petite question annexe. Ici, à Antenne 2, nous ne sommes pas très contents de voir tous ces poteaux métalliques fleurir sur les routes des PTT. Alors est-ce qu'enfin on va revoir des poteaux en bois? Ah oui, ben vous êtes comme nous, exactement. Nous souhaitons aussi beaucoup fournir des poteaux en bois. Ceci étant dit, je crois que le programme des PTT a correspondu à une priorité du plan qui est accordé
à l'augmentation des téléphones en France une priorité, et les besoins des PTT sont très rapidement montés d'à peu près 1 100 000 poteaux, je crois, par an, à 3 millions. Et vous n'êtes pas plus sûr? Alors la forêt française a doublé. Alors ce que je regrette, c'est que dans 2 ou 3 ans, avec toutes les éclaircies des jeunes plantations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont 25-30 ans, eh bien dans quelques années, nous serions absolument en mesure de fournir ces 3 millions de poteaux. Disons que les PTT ont 4 ans d'avance sur la forêt française. Alors j'espère que ces années se rattraperont, et quand nous aurons des poteaux, ben, les PTT continueront à avoir un programme permettant d'en utiliser. Je vous remercie. Restons dans la chlorophylle et dans l'air pur. Nous avons fait le tour des plages polluées en 2 semaines, mais il n'y a pas que les plages, il y a aussi les rivières. Et là, contrairement à ce que l'on pense, la pollution n'est pas forcément chimique. Elle est souvent naturelle, des zones trop ombragées, etc., etc. Pour y remédier, il faut beaucoup de délicatesse et beaucoup d'amour. Et de cela, les jeunes garçons que vous allez voir ne manquent pas. Ils l'ont prouvé hier au bord d'une petite rivière des Côtes du Nord. Cette équipe de jeunes de toutes nationalités qui appartiennent à l'association Études et Chantiers participe pendant leurs vacances à l'aménagement et la sauvegarde des espaces de vie. Ce sont des écologistes bénévoles qui, ici en Bretagne, se sont fixés un objectif, sauver les rivières. Car ces rivières meurent, pas forcément de pollution chimique, mais peut-être de la pire des pollutions, l'abandon et le désintéressement général. Les pêcheurs sont à l'initiative du nettoyage des rivières, car c'est eux qui ont été les premiers sensibles à cette perte de la qualité de l'eau. Quand on ne pêchait plus de poissons, bon, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais bien sûr, les principaux bénéficiaires, c'est tout le monde. L'eau, il n'y a pas que les pêcheurs qui utilisent l'eau. Tout le monde utilise l'eau. L'eau qui coule dans les Landes, c'est l'eau que boivent les habitants de Brest ou d'ailleurs. Et tout le monde est bénéficiaire de cette opération. C'est pas un peu polluant cette tronçonneuse? Oh non, jamais, jamais, c'est un petit machin. Hein. C'est pas un bulldozer, ça pollue pas. Mais le boulot qu'on fait, c'est plus important, je crois. Moi, je m'en fous. C'est un petit machin, ça fait rien. Bien sûr, il existe des méthodes plus spectaculaires, comme ce bulldozer par exemple. Mais les résultats sont rarement convaincants parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'équilibre de la nature. Il ne faut pas confondre entretenir une rivière et la canaliser. Montrer qu'il est certainement possible de nettoyer une rivière avec l'aide des bénévoles sans recourir aux engins. Je pense au recalcitrage. Ce qui est le plus important, c'est une prise de conscience générale, car la rivière appartient à tout le monde, à nous tous, comme viennent de le montrer ceux qui ont participé à l'opération Lève Propre. D'un bassin versant, cru, envasement. Notamment, le but, ou plutôt les buts, et la finalité de cette journée. Les pêcheurs et souvent le public s'imaginent que des rivières ombragées, avec beaucoup d'arbres, c'est intéressant parce que le poisson se cache. Mais en fait, les truites et les saumons, ce ne sont pas des pigeons ramiers. Ça ne vit pas dans les arbres. Ça vit dans des eaux claires, limpides, qui s'écoulent agréablement et naturellement. Or, toute cette végétation empêche le soleil, empêche la photosynthèse et donc la vie, et surtout, en tombant dans la rivière, elles obstruent le lit, ralentissent le cours et causent de l'envasement. Et l'envasement, les feuilles, les arbres qui se dégradent, c'est une forme de pollution organique qui est, à notre avis, l'une des causes de la raréfaction du poisson dans cette rivière. Donc, nous avons voulu faire un choc dans l'opinion locale pour qu'elle prenne conscience du problème et pour que tout le monde, pêcheurs et non pêcheurs, les maires, tous les maires de toute cette région étaient là avec leurs conseillers municipaux. C'est la première fois que nous avons cette prise de conscience collective au niveau communal. Aujourd'hui, c'est le grand public qui est là et qui va s'interroger sur le sens de notre journée, qui va voir le travail, qui va prendre conscience de sa nécessité et qui va se rendre compte que s'il prend en main sa rivière et sa vallée, elles peuvent être sauvées. Voilà, le Tour de France maintenant, un tour qui traîne un petit peu en longueur, les coureurs font beaucoup de kilomètres, mais il n'y a pas beaucoup de rebondissements spectaculaires. Témoin, cette étape d'aujourd'hui, la 4e, c'est encore un Français qui a gagné, il s'agit de Régis Delépine, c'est sa première victoire dans un Tour de France, c'est important. Il ne s'est pratiquement rien passé aujourd'hui sur la route du Tour de France et on aura vite fait de résumer la course. C'est le type même de l'étape pour rien et 256 km pour rien, c'est long.
7 coureurs sont quand même parvenus à jouer les francs-tireurs, en bénéficiant, il est vrai, de l'indifférence absolue des seigneurs de la course. Le plus dangereux, si l'on peut dire, compte près de 20 minutes de retard au classement. Il y a là 3 Français, de l'Épine, Berland, Leget, 2 Belges, un Italien et un Portugais. Et c'est un Français, de l'Épine, qui gagne facilement à Seignos, dans les Landes, sous un soleil de plomb. De Cauvert est deuxième à une longueur, puis viennent Castelletti, Berland, Leget, Mendes, Janssens. Perret est huitième, et c'est exclassant, un Français encore qui gagne le sprint du peloton, où figure bien sûr Thureau, le maillot jaune. Thureau qui repartira demain de Morsins vers Bordeaux, où on risque encore de trouver le temps long. Mais si le Tour de France traîne un peu en longueur, ce n'est pas la faute à De l'Épine, qui sera bien le seul à ne pas vite oublier cette étape. Avec Martine Alregnaud, nous allons essayer de donner toute la semaine, en fin de journal, les conseils à tous ceux qui partent en vacances et tous ceux qui sont déjà surtout arrivés en vacances. Alors, premier de ces conseils, ne faites pas comme cette centaine de touristes intoxiqués pendant le week-end après avoir consommé les moules et les palourdes qu'ils avaient ramassés dans la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Oui, alors les coquillages comestibles ont 2 ennemis. Le premier, c'est la chaleur. Et par temps chaud et orageux, il faut le dire tout de suite, il ne faut pas consommer de coquillages crus, car ils s'abîment très rapidement et sont donc dangereux pour la santé. Et le deuxième, c'est la pollution. Là, vous avez des coquillages qui sont frais, vivants, mais qui sont pleins de microbes. Alors, quel genre de maladie ça peut nous apporter? Alors, tout d'abord des gastro-entérites, des diarrhées, des maux de ventre, en un mot, et puis des hépatites microbiennes, les unes avec des bactéries, les autres avec des virus. Et celles-là, nous savons tous que ce sont des maladies de longue durée et qui peuvent être très rarement, mais quand même parfois mortelles. Alors, s'il fallait donner un conseil pour terminer, est-ce qu'il faut faire examiner sa nourriture à chaque fois qu'on pêche quelque part? C'est-à-dire que les coquillages sont des filtres. Dans une eau polluée, ils concentrent tous les microbes, ils les filtrent. Alors, vous ne mangez pas le filtre sale, donc pas de cueillette sauvage. Ça, c'est interdit. Ils ont fait leur travail, ils ont dépollué la mer en quelque sorte, mais le filtre est sale. Alors, vous devez aller manger des coquillages qui viennent de parcs où ils auront dégorgé. À ce moment-là, ils sont contrôlés, ils ont le label de l'Institut des pêches et vous pouvez les manger tranquillement. Merci. Et s'il vous reste un petit peu d'appétit, manger des algues, c'est très bon. Un restaurateur de Trégastel dans les Côtes du Nord a organisé l'autre jour tout un repas à base d'algues. Je vous livre l'une de ces recettes, ça s'appelle le spoum. En breton, cela veut dire l'écume. C'est un cocktail, 1 tiers d'eau de mer, 1 tiers de macération d'herbe et 1 tiers d'alcool. Vous voilà conditionné pour écouter la météo. Persistance demain du temps chaud et orageux sur la plus grande partie de la France. Il y aura des orages isolés en soirée sans que je puisse vous dire exactement où. Voilà, le dernier journal d'Antenne 2 est à 23h40 avec Hélène Vida. Je souhaite à tous une très très bonne soirée. À demain.